G, qu'est-ce que c'est la gérontechnologie? Est-ce que c'est un terme que vous avez déjà entendu, avec lequel vous êtes familier? Donc, c'est un nouveau terme. Donc, écoutez, en fait, le mot gérontechnologie, ça a été développé ou inventé pour, en fait, faire référence à un champ de recherche. Un champ interdisciplinaire de recherche qui visait à combiner l'étude de la technologie et du vieillissement. Donc, c'est bien gérontechnologie et non pas gérontotechnologie qu'on entend souvent. Donc, une combinaison des termes gérontologie et des termes technologie. Et l'objectif de ce champ de recherche-là, c'était de développer des technologies pour prévenir, retarder, compenser les difficultés liées à l'âge, supporter ou augmenter la participation sociale. Donc là, quand on parle de participation sociale, on parle d'activités de la vie quotidienne, mais on parle aussi d'activités dans la communauté, loisirs, travail. Et surtout, elle devait être centrée sur les besoins des personnes âgées. Et donc, un des prérequis d'une gérontechnologie, c'est d'avoir été développée en collaboration ou en co-construction, on pourrait dire, avec la personne âgée. Ça, c'est dans l'idéal. Dans la vraie vie, c'est pas toujours ce qui s'est passé. Et en fait, il y a eu vraiment un glissement du mot gérontechnologie. De plus en plus, on l'utilise pour faire référence au bidule en tant que tel. Donc, quand on parle des gérontechnologies, bien, un téléphone intelligent rentre dans la catégorie des gérontechnologies parce que la personne âgée pourrait l'utiliser pour améliorer son quotidien. Donc, juste pour peut-être vous distinguer les gérontechnologies des autres technologies de la santé, d'un côté, on a des technologies qui sont utilisées par les services de santé eux-mêmes, les technologies médicales, télésanté et tout ça, ce que le personnel soignant va utiliser comme le dossier patient informatisé, ça, ce n'est pas des gérontechnologies. Les gérontechnologies, c'est vraiment lorsque la personne âgée est au centre de l'utilisation de cette technologie-là pour améliorer son fonctionnement ou sa qualité de vie. Donc, c'est des technologies qui vont venir intervenir sur les déficiences, sur les incapacités, qui vont vouloir améliorer la participation à la société ou qui vont être situées dans l'environnement pour venir supporter le fonctionnement de la personne âgée. Donc, je vous en propose une petite classification ici avec des exemples, on s'en vient de plus en plus précis. En fait, je me suis inspirée du modèle de processus de production du handicap, qui est peut-être un modèle que vous connaissez, où on émet l'hypothèse qu'une personne va présenter une situation de handicap dans sa vie lorsqu'il y a une interaction entre donc une incapacité quelconque, par exemple un trouble cognitif, son environnement, donc est-ce qu'on a un environnement social comme des proches aidants pour supporter, et les deux en interaction vont donner une situation de vie quotidienne qui va être handicapante ou pas. Okay? Donc, je me suis inspirée de ce modèle-là pour vous présenter certaines aides, certaines gérontechnologies dans la catégorie des incapacités. Par exemple, tout ce qui vise à améliorer ou soutenir la cognition, les aides à la communication, vision, audition, tout ce qui est troubles sensoriels, les aides à la mobilité, l'état de santé, la gestion de l'état de santé. Au niveau des activités et participation, là, on peut penser à tout ce qui permet la réalisation des activités de la vie quotidienne, les AVQ, divertissement, loisirs, travail. Dans la catégorie environnement, on a tout ce qui est télésurveillance, donc qui est très en lien avec de plus en plus avec la télésanté, tout ce qui est aide aux proches aidants et tout ce qui est habitat intelligent domotique, on va en parler aussi. Donc là, je vais vous donner, en fait, ce que je voulais faire, c'est vous donner une idée un peu de ce qui est disponible actuellement sur le marché. Parce que comme vous pouvez voir, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, toute technologie qui peut être utilisée par une personne âgée. Mais il y en a quand même plus spécifiquement qui ont été mises en marché vraiment pour cibler cette population-là. Par exemple, BrainAge, Happy Neuron. Donc, ce sont des stimulateurs de la cognition qui ont des grandes prétentions, parfois basées sur aucune donnée scientifique, que la personne âgée va pouvoir améliorer sa cognition et donc, tout à fait naturellement, son fonctionnement dans le quotidien. Donc ça, il y a un énorme marché au niveau des stimulateurs de la cognition. Énorme marché aussi au niveau des aides mémoire, par exemple les dictaphones, les agendas électroniques, les alarmes. Memex, MemoClip, Orange Innovation, c'est tous des produits qui ont été développés en France. Ici, vous voyez Memex, qui est un petit dictaphone. La personne s'enregistre un message, par exemple, n'oublie pas de sortir les poubelles, puis elle met ça dans sa poche. Et elle doit elle-même, à un moment donné, penser à les recliquer. Ah, c'était quoi déjà que je devais faire aujourd'hui? Ah, puis elle s'entend dire, n'oublie pas de sortir les poubelles. Donc, des trucs comme ça qu'on peut acheter en ligne.
Quelques avancées en recherche, on va vraiment en parler rapidement, mais en Angleterre, les personnes avec des troubles cognitifs sévères peuvent se promener avec un beeper, en fait, en bon français, on appelle ça un téléavertisseur, je crois, qui, au fur et à mesure de la journée, va leur envoyer des messages automatisés de ce qu'ils doivent faire. Par exemple, vous devez vous rendre chez votre médecin. La personne appuie lorsqu'elle a réalisé la tâche. Donc, c'est quand même assez diffusé. Ils ont fait des essais cliniques randomisés avec plus d'une centaine de personnes. Donc, ça, c'est un produit qui est quand même assez bien connu, mais qui n'est pas disponible ici. Les dictaphones, certains dictaphones, les PDA, c'est les anciens téléphones intelligents, là, les agendas électroniques avec le stylet. Donc, on parle de quand même 2005. La technologie évolue tellement vite que déjà ces données-là sont passées date. Et la nouvelle mode aussi, c'est les rappels automatisés. Donc, une centrale qui va envoyer un appel téléphonique à la personne âgée, lui rappelant de prendre ses médicaments à telle heure, par exemple. Là, je vous en présente vraiment, c'est un quick look, je ne sais pas comment dire en français, c'est un regard vraiment rapide parce que je vais vous donner plein de références des sites que vous allez pouvoir aller consulter. Il y en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes. Sur le plan des aides à la communication, on rentre là-dedans tout ce qui est Internet, utilisation des messageries, appels vidéo, Skype. On peut considérer ça comme une gérontechnologie, si c'est particulièrement utilisé pour communiquer avec le proche aidant, par exemple. Visiophone, il existe des téléphones comme ça qu'on peut acheter où la personne âgée peut avoir une vidéo de la personne qui communique avec elle. On peut se demander de plus en plus avec des applications comme Skype s'il y a vraiment une pertinence à payer très cher pour un appareil comme celui-là. Des téléphones adaptés avec composition imagée, donc on voit la photo de la personne avec qui on veut communiquer. Les boutons sont très très gros pour compenser le déficit sensoriel. On a aussi des téléphones qui permettent la composition téléphonique à commande vocale. Même avec nos téléphones intelligents maintenant, ou des trucs Bluetooth qu'on met par exemple dans la voiture, il y a l'équivalent qu'on peut aussi utiliser à la maison pour une personne âgée qui serait plus capable d'utiliser son téléphone. Sur le plan de la mobilité, peut-être que vous connaissez l'équipe CanWheel, donc il y a une grosse équipe pan-canadienne qui s'est intéressée aux fauteuils roulants motorisés. Les fauteuils roulants motorisés rentrent dans la catégorie des gérontechnologies. Vous pourrez aller voir sur leur site internet, ils font des travaux vraiment intéressants. Je vais vous présenter une marchette intelligente qui est actuellement, je crois, sur le marché en France, qui a été développée par une équipe d'ingénieurs. Et j'ai l'impression que c'est le genre de technologie qui est de plus en plus portée à être disponible sur le marché. Donc, vous voyez, ça vise large et ça vise une population qui a beaucoup de sous. Ensuite, un des domaines des gérontechnologies qui est en explosion, particulièrement dans les résidences pour personnes âgées privées, c'est les capteurs de paramètres biologiques qui permettent l'acquisition des signes vitaux. Et donc, les personnes âgées, avec ce dispositif-là, peuvent prendre leur tension artérielle et différents paramètres biologiques. C'est envoyé dans une base de données à l'infirmière, par exemple, de la résidence, qui peut ensuite faire une intervention au besoin. Je sais qu'il y a aussi certaines compagnies qui essaient de relier ça avec le dossier patient informatisé
pour que le médecin de famille puisse avoir accès à cette prise des données biologiques là, qui peut être faite à plusieurs moments, par exemple au courant d'une année. Et donc ça, c'est déployé dans des centres, déjà déployé dans certains centres pour personnes âgées. Mais il existe aussi, et de façon gratuite, différentes applications que vous connaissez peut-être qui permettent de faire un suivi du taux de glucose, la tension artérielle. Donc, la personne âgée peut venir rentrer, bien, pas juste la personne âgée en fait, hein, n'importe quelle personne qui a un problème de tension artérielle, qui peut venir rentrer ses paramètres sur plusieurs jours, plusieurs mois, et qui arrive dans le bureau de son médecin, comme ma belle-mère le fait avec son iPad. Voici mes paramètres de tension artérielle sur les 6 derniers mois. Je t'inquiète parce que je trouve que c'est très élevé. Bon, donc ça permet de faire un suivi de son état de santé et de prendre en charge sa propre santé. Ensuite, sur le plan des activités et participation, avez-vous déjà entendu parler des robots domestiques qui sont développés entre autres au Japon? Et on a ici j'allais dire le lapin, mais c'est pas un lapin, c'est le phoque paro. Vous pourrez aller voir, il y a des petites vidéos. Donc, ça se veut un animal domestique qui répond aux stimulations de la personne âgée. Par exemple, aux caresses. C'est un animal qu'on doit nourrir avec un biberon. Donc, ça se veut pour améliorer la qualité de vie et c'est utilisé dans des centres de soins de longue durée avec des personnes âgées en état assez avancé sur le plan des déficits cognitifs. Et il y a quelques études cliniques qui ont été faites sur le sujet. J'en dis pas plus parce que ça vous parle un petit peu de ce que je pense de ces robots domestiques. Ensuite, le pilulier électronique Dopil. Peut-être vous en avez entendu parler. En France, ils sont très forts aussi. Je vais vous montrer une petite vidéo. Elle, c'est ma mère. 67 ans, 3 enfants dont moi, sa fille préférée. Mais aussi la grand-maman de ses 2 petits anges, comme elle dit. Attention à vous autres, bonne route! Maman est une femme dévouée et active qui aime tout ce qui implique le mot bouger. Elle est ce que l'on peut qualifier de bonne vivante. Le seul problème, c'est qu'elle souffre d'une maladie chronique. Et malgré l'excellent suivi de son médecin, les traitements qui lui sont prescrits pour la garder en aussi bonne santé obligent qu'elle prenne plusieurs médicaments par jour. Tout ça devient relativement complexe à gérer pour elle. Maman, c'est celle-là qu'il faut que tu prennes? Et plutôt inquiétant pour sa fille préférée qui essaie de l'aider. Elle, c'est ma mère. Et depuis que son pharmacien lui a proposé sa dernière trouvaille, tout est tellement plus simple. Ça, c'est le système de pilulier intelligent Dopil Secure, une invention et une fabrication québécoise. Dopil Secure est programmé pour aider maman à prendre le bon médicament au bon moment. L'appareil est entièrement préparé et programmé par son pharmacien selon la prescription de son médecin. Et c'est hyper simple d'utilisation. En fait, c'est un peu comme si elle rapportait l'expertise de son pharmacien à la maison. Chaque jour, à l'heure de la prise des médicaments, le Dopil Secure va prévenir maman avec un signal sonore et visuel. Grâce à sa membrane intelligente, le système peut contrôler la prise de médicaments en détectant l'ouverture de chaque case. C'est comme un calendrier de l'Avent high-tech. Si jamais maman oublie son traitement, le pilulier lui rappellera son oubli. Et si elle essaie de le prendre 2 fois, il la prévient aussitôt de son erreur. Là où le concept Dopil Secure innove vraiment, c'est qu'il enregistre les données et les communique sans fil à son pharmacien. Et ça lui permet ainsi de suivre à distance le traitement de maman. Et là où c'est génial, c'est que je peux recevoir un message me confirmant que ma chère maman a bien pris son traitement ou qu'elle l'a oublié. Comme ça, je peux vérifier avec elle la cause de l'erreur. Je vais passer te voir tantôt. Bye! Ça, c'est vraiment rassurant. Le pilulier intelligent Dopil Secure, c'est un service efficace, simple et sécuritaire offert dans la plupart des pharmacies. Parlez-en à votre pharmacien. Bref, donc ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. La géolocalisation, sûrement que vous en avez entendu parler aussi dans les journaux, considérant tous les aspects éthiques qui peuvent aller avec le fait de suivre une personne dans ses déplacements. De plus en plus, on peut le faire avec nos téléphones intelligents. Vous connaissez peut-être Find My Friend ou Latitude, qui sont des applications qui vous permettent de suivre où sont vos amis en tout temps, 24 heures sur 24. Donc, c'est la même chose avec votre parent âgé, par exemple, que vous voudriez
pouvoir suivre à la trace. Mais il existe aussi toutes sortes de bracelets, médaillons et GPS qui sont mis sur le marché, parfois assez fort prix. Par exemple, des bracelets, je pense que j'en ai pas mis de photo, hein, non. Des bracelets qui sont des actimètres en fait. Donc c'est un bracelet qui ressemble à une montre et qui permet de suivre le tracé grâce à différents systèmes GPS de localisation par satellite. Donc on peut voir aussi les déplacements qu'a fait la personne âgée, où elle est allée aujourd'hui, etc. Évidemment, tout ce qui touche le divertissement, les tablettes électroniques, vous les connaissez. Bien, dès que la personne âgée utilise la tablette pour loisir, c'est considéré comme une gérontechnologie. Je vais terminer avec les technologies qu'on peut installer dans l'environnement. Évidemment, toute la télésurveillance et plus particulièrement les détecteurs de chute, c'est un très gros marché. En Beauce, il y a 3000 maisons de personnes âgées qui ont été équipées par une OSBL là-bas avec des détecteurs de chute. Donc, ça devient de plus en plus utilisé, de plus en plus déployé. Il y a plusieurs compagnies françaises qui essaient de percer le marché québécois, donc avec différents systèmes, différentes approches. C'est généralement proposé par des compagnies qui font aussi des systèmes d'alarme. Donc, c'est un peu le même principe, ça utilise des détecteurs de mouvement. Donc, il y a une recension qui a été faite dans le Protégez-vous, que je vous suggère d'aller voir, qui a été écrit par Jacqueline Rousseau, qui est une chercheure à l'École de réadaptation, donc Jean V, qui s'est spécialisée dans la détection des chutes. Donc, elle permet de faire le tour un petit peu des compagnies actuelles avec les plus, les contre et à quoi il faut faire attention avant de s'inscrire à ce type de service-là. Ensuite, il y a les habitats intelligents. Donc, tout ce qui touche la domotique, c'est-à-dire un habitat qui peut dire où vous êtes, quand, ce que vous faites, vos préférences. Donc, vous avez envie que la lumière s'ouvre quand vous rentrez dans la maison, que votre cafetière parte le matin à telle heure, que la petite musique douce démarre à 7h30 le soir avec les lumières tamisées, contrôle de la température, etc. Donc, tout ça est offert de plus en plus maintenant par différentes compagnies qui offrent aussi généralement des systèmes d'alarme. Donc, on peut aussi même de plus en plus les gérer à distance avec nos téléphones. Donc, ouvrir des lumières, fermer des lumières, partir la température et tout ça. Je vais terminer avec ça parce que mon but, c'est pas vous faire faire de la vente de gérontechnologie, mais c'est plus de vous donner un peu une idée de ce qui existe actuellement et que vous puissiez voir que c'est quand même un champ qui est très, très large. Je vous réfère à l'adresse Internet suivante, qui est un site français qui répertorie une quantité incroyable de gérontechnologie dans tous les domaines. Donc, les gérontechnologies ne sont pas classées comme moi je vous l'ai présenté, basées sur le modèle du processus de production du handicap, mais vous allez voir mobilité, communication, mémoire, et ils font généralement référence à des produits qui peuvent être aussi accessibles au Québec, évidemment surtout en France. Mais donc, c'est un répertoire vraiment intéressant. Vous avez aussi 2 livres électroniques qui ont été publiés par Dany Lucier-Desrochers, qui est un chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Son livre sur les quelques incontournables, c'est un livre sur la terminologie. Donc, si vous avez vous-même à être confronté à des personnes âgées qui vous arrivent avec leur technologie, qu'est-ce que ça veut dire des MEG? Qu'est-ce que c'est du Wi-Fi? Qu'est-ce que c'est ci? Qu'est-ce que c'est ça? Une façon simple d'expliquer des fois à nos personnes âgées, nos patients, qu'est-ce que ça veut dire un octet, puis un meg. Puis donc, si le vendeur vous demande combien de gigaoctets tu veux, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, c'est vraiment comme un dictionnaire vulgarisé qui est très intéressant, très bien fait. Et on a l'inventaire des technologies en soutien d'autodétermination, qui est en fait donc un livre entièrement sur iPad qui répertorie un peu ce que je vous ai présenté tantôt, mais avec plein d'autres possibilités. Et ce sont donc toutes des technologies qui sont en vente libre, qu'on peut nous-mêmes utiliser chez nous, et qui ne nécessitent pas beaucoup d'apprentissage pour pouvoir l'intégrer dans sa vie quotidienne. Donc, c'est un outil qui est utilisé actuellement dans certains centres de réadaptation en déficience intellectuelle, mais qui s'avère aussi très, très pertinent pour le domaine de la gériatrie. Ils sont gratuits, donc vous pouvez faire votre recherche dans l'App Store, pas l'App Store, mais celui pour les livres, c'est e-book, c'est tout ça, je suis un peu mêlée. Vous voyez, même moi, la technologie. Mais en tout cas, donc facilement accessible pour la technologie Apple. Et on a aussi un autre chercheur qui a fait une liste d'applications pour téléphones intelligents qui peuvent être utilisées avec des personnes qui ont différentes déficiences ou incapacités. Donc, plutôt que de vous-même vous mettre à faire des listes d'applications à un moment donné dans votre milieu clinique, vous pouvez vous référer à des outils comme ça qui sont déjà existants. Donc, ces applications-là, ça peut aller d'une application qui aide dans l'assistance à la réalisation d'une activité, qui va vous montrer les différentes étapes d'une recette,
des applications qui vous permettent de faire votre épicerie en ligne. Donc, tout plein de trucs qui visent à globalement améliorer la qualité de vie de la personne âgée. Quelques avenues futures rapidement. Donc, je ne vais pas vous parler de toutes les avenues futures. Vous avez vu, il existe des tonnes de technologies et énormément de recherches qui se fait dans le domaine. Je vais me concentrer sur les environnements intelligents parce que c'est vraiment dans ce domaine-là où on voit le plus de développement de technologies extrêmement innovantes avec, je vous dirais, possiblement un fort impact sur le fonctionnement de notre système de santé futur. Donc, de plus en plus, on utilise la domotique, c'est-à-dire les mêmes détecteurs que ceux que vous avez chez vous qui permettent d'allumer les lumières et de baisser la température, mais on les utilise pour vraiment acquérir de l'information sur ce que fait la personne et en venir à être capable de prévenir, c'est-à-dire de savoir d'avance ce qu'elle va faire dans sa journée et de détecter quand il y a quelque chose qui ne suit pas la norme. OK? Donc, tout ça se fait avec différents détecteurs de mouvement, des détecteurs de porte, par exemple, quand la porte s'ouvre et se ferme comme un système d'alarme. On peut aussi les installer sur des armoires de cuisine, des armoires de salle de bain, des détecteurs de débit d'eau. Donc, tout ça est utilisé pour essayer de voir quel est le patron de comportement de cette personne-là dans sa vie quotidienne. Et donc, quand le patron change, avec un environnement intelligent, on essaie de voir, est-ce qu'il y a actuellement un problème de santé qui commence à apparaître. Donc là, on appelle ça le health monitoring. Fait en suivi avec les environnements intelligents. On peut aussi utiliser ce même environnement pour envoyer de l'information à la personne, à supporter. J'ai détecté que vous aviez une difficulté à, je vous apporte une assistance automatisée. OK? On peut envoyer des contacts aux proches aidants, au personnel soignant. Ça peut se faire dans des appartements de transition. En France, ils le font dans certains hôpitaux où la personne, avant de retourner chez elle, va passer quelques jours dans un appartement qui est un environnement intelligent et à distance, on va monitorer est-ce qu'elle est prête à retourner chez elle. Et ça se fait même dans certaines chambres d'hôpital où là, la chambre au complet va être montée pour détecter les paramètres biologiques et de santé de cette personne-là et envoyer des signaux d'alarme au personnel soignant au besoin. Je sais que ça se fait entre autres en Asie. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit rendu au Québec encore. Pas à ma connaissance, en tout cas. Donc, quel est le principe, en fait, de ces environnements intelligents-là qui visent à dépister les troubles de santé? C'est vraiment qu'à partir du patron de ces déplacements de la personne, on va émettre une inférence, c'est-à-dire qu'on va émettre une hypothèse qu'il y a quelque chose de différent de d'habitude qui se passe. Par exemple, la personne passe plus de temps dans la toilette qu'à l'habitude, ou elle y va plus fréquemment. Est-ce qu'on peut peut-être penser qu'elle commence une infection urinaire? Okay? Ce genre de truc-là, mais ça prend toujours pour l'instant un clinicien qui va pouvoir analyser l'information et porter un jugement clinique, pour l'instant. Et pourquoi on ferait ça, en fait? Quelle est la logique en arrière d'un environnement intelligent plutôt que d'une infirmière qui va, par exemple, régulièrement prendre les patrons de santé ou l'ergothérapeute qui va aller faire une évaluation de la vie quotidienne? C'est qu'en fait, on peut documenter ça 24 heures sur 24 pendant le temps qu'on veut, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, ça demeure une évaluation qui serait impossible à faire par des professionnels de la santé. C'est très peu intrusif, on n'utilise pas de caméra. Et l'objectif, c'est d'essayer de dépister la personne qui serait actuellement éligible pour un soin de santé, mais sans que personne ne le sache. Et donc, éviter qu'elle arrive à l'hôpital en situation de crise et que là, on soit obligé de faire une évaluation. Donc, le but, c'est vraiment dépister le plus tôt possible. Pour ce qui est de l'assistance à la personne, on a encore peu de choses qui se fait dans la vraie vie. Beaucoup en recherche. Donc, comment on peut assister la personne en utilisant les détecteurs, oui, pour identifier des difficultés, mais ensuite pour lui envoyer l'assistance dont elle a besoin. Donc, il faut être vraiment hyper précis. Est-ce que la personne a besoin d'un rappel? Est-ce qu'elle a besoin d'une information beaucoup plus précise? Est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée étape par étape? Est-ce qu'il faut carrément intervenir sur l'habitat, par exemple, couper l'alimentation du poêle? Donc, c'est toutes des choses qui existent, mais qui, à ma connaissance, ne sont pas encore déployées, mais qui s'en viennent et qui vont, je crois, avoir un énorme potentiel pour le soutien à domicile dans les peut-être 10-15 prochaines années. Donc, je vais passer rapidement, juste vous dire qu'au Québec, il y a quand même plusieurs projets qui se font, entre autres à Sherbrooke avec le laboratoire Domus, au LIARA, qui est un laboratoire à l'Université de Chicoutimi, et ici au CRIUGM à Montréal, au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
On a un laboratoire qui est en construction, qui est un appartement qui va être entièrement domotisé et qui va permettre de faire des recherches en gériatrie. Et il y a aussi une résidence qui s'appelle La Conquête en Estrie, je vais vous la montrer, qui est une résidence pour personnes avec troubles cognitifs sévères qui est entièrement domotisée. Donc, on va accompagner ces gens-là qui souffrent généralement de traumatismes crâniens sévères, d'accidents vasculaires, cérébraux, de tumeurs, mais qui ont des problèmes de comportement et cognitifs sévères. Et via cet environnement intelligent-là, on va les accompagner dans leur quotidien. Donc, de ce qui va sortir de ce projet-là, évidemment, on va pouvoir le transférer chez les personnes âgées avec, par exemple, maladie d'Alzheimer, des trucs comme ça. Donc, ça s'en vient dans les prochaines années. Juste avant, pour répondre à une des questions que je sais que vous aviez tantôt, est-ce que ça marche, les géants technologiques? Donc, vous avez pu voir qu'il y a une très grande quantité de produits en vente libre. Les technologies, vous savez que leur temps de demi-vie, c'est 6 mois. OK? Donc, en 6 mois, c'est déjà désuet, après 6 mois. Donc, difficile de vraiment trouver des études cliniques, d'ailleurs, je vais vous en parler, qui sont capables de suivre la vitesse avec laquelle les technologies avancent. Mais ce que vous allez voir sur les sites Internet, c'est que chacun, évidemment, vend son produit avec ce genre de témoignage. Ma mère est ravie de son Memex. Ça l'amuse beaucoup et je crois que ça l'aide à rester vigilant. Ah, j'aime ça, je vais me l'acheter. Donc ça, c'est le genre de preuve qu'on a par rapport à une très grande quantité de dispositifs actuellement sur le marché. Donc, ces produits-là n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques, pour la majorité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas de données probantes. Okay? Je vais juste vous présenter rapidement ce qu'on a peut-être actuellement. J'avais oublié de vous parler des aides mnésiques. Les aides mnésiques, c'est peut-être un des domaines avec les chutes sur lesquels on a le plus d'informations. Ce que les recensions des écrits nous disent actuellement, c'est que premièrement, très très peu d'études rigoureuses. C'est souvent fait sur 2, 3, 4 clients. On demande aux clients de nous dire est-ce que vous trouvez ça intéressant, est-ce que ça marche, ils l'ont utilisé dans leur vie quotidienne, ils trouvent que ça va bien, super. Donc, c'est souvent des études qui sont conduites par des ingénieurs, des informaticiens qui n'ont pas de background en recherche clinique et ça demeure souvent à l'état de développement théorique. Okay? Donc, c'est ce qu'on observe beaucoup et comme les technologies avancent vite, ben, plutôt que d'aller faire une lourde étude clinique qui coûterait très cher, ils sont déjà orientés sur une nouvelle technologie. Donc, quand on en a quand même des suggestions que c'est efficace. Par exemple, pour les aides mnésiques. Donc, oui, il y a vraiment un potentiel quand on réussit à le documenter. Ici, pour les aides mnésiques, donc, on en a de plus en plus, mais c'est sensiblement le même portrait pour les autres technologies pour lesquelles on a des études randomisées. Donc, un rendez-vous, une prise de médication, ça peut être un bip, ça peut être un rappel, une information verbale, comme tantôt, je vous parlais d'un petit dispositif, là, on enregistre un message, ne pas oublier de sortir les poubelles, par exemple. Ça rentre dans les aides mnésiques. Donc, comme je disais, peu de données à grande échelle et on a aussi très, très peu de données sur le processus d'implantation. C'est-à-dire, à partir du moment où on déploie cette technologie-là, qu'est-ce qui favorise vraiment une bonne utilisation? Qu'est-ce qui en limite une bonne utilisation? Donc, les pour, les contre, comment les personnes âgées réagissent, est-ce qu'ils utilisent vraiment? On n'a pas de données du tout là-dessus. Donc, ça reste vraiment à être exploré dans les prochaines années. Et pourquoi on n'a pas de données probantes? Donc, j'y arrive à ces fameux enjeux. Premièrement, les enjeux technologiques. Donc, déployer une maison intelligente comme celle qu'on fait à Sherbrooke. Et comme je le disais, une mise à jour constante des technologies. Nous, on a développé un agenda électronique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il est déjà désuet parce qu'ils sont rendus à la version Android 2000, puis nous, on l'a fait il y a 2 ans, puis c'était la version Android 2. OK, j'exagère, là. Mais ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à suivre le marché. Donc, ça devient très difficile de faire des études là-dessus. Plusieurs enjeux cliniques. Par exemple, des difficultés importantes de recrutement, particulièrement avec des populations vulnérables comme celles atteintes d'Alzheimer qui préfèrent participer à des projets pharmacologiques plutôt qu'à des projets en technologie. Et une fois qu'ils participent à des projets en pharmaco, ils ne peuvent pas prendre part à des études qui pourraient améliorer leur fonctionnement dans le quotidien. Donc, s'ils choisissent un, ils ne peuvent pas faire l'autre. Donc, vraiment, un gros problème qu'on rencontre. Une grande résistance de la part des cliniciens et des syndicats qui ont peur que cette technologie vienne remplacer des professionnels de la santé. Donc, il y a certains milieux qui refusent qu'il y ait des études qui se fassent par peur de perdre leur emploi. Donc, aux États-Unis, ça a été documenté. Et la peur du Big Brother. Vraiment, la peur que finalement, il y a une caméra cachée dans le détecteur qu'on a mis là et que finalement, on puisse suivre l'ensemble de leur comportement.
Il y a aussi très peu de considération des difficultés cognitives de la population âgée. Le Skype, c'est une chose de l'installer, c'est une autre chose de l'utiliser. Puis nous, ce qu'on observe en clinique, de nos études, entre autres, dans le domaine de la cognition, c'est qu'il faut accompagner cet apprentissage-là avec une méthode d'apprentissage structurée où la personne va apprendre dans une première étape le nom de cette bidule-là, le contenu, les différentes fonctions, à quoi ça sert. Ensuite, dans quel contexte je dois l'utiliser, parce que c'est encore une chose de savoir que ça s'appelle un iPhone. Mais quand est-ce que j'en ai besoin? Dans quel moment je vais le sortir, je vais pitonner dessus? Et ensuite, on fait une expérimentation dans la vraie vie où on s'assure que la personne l'utilise correctement. Donc, avec des gens en début de démence, ça peut prendre 6 mois. Avec des personnes âgées normales, quelques semaines. Mais il faut accompagner cet apprentissage-là, sinon les personnes l'abandonnent. OK? Ça, c'est une des choses. Le taux d'abandon est extrêmement élevé. Et on se rend compte de plus en plus que non seulement il y a cette problématique de cognition, mais il y a aussi le fait que les personnes âgées demeurent très réticentes à la technologie et les amener à adopter une nouvelle technologie, c'est vraiment un défi. Donc, il y a plusieurs modèles qui ont été développés, comme le Technology Acceptance Model, où on se rend compte que c'est multidimensionnel. C'est pas toujours relié juste à la technologie en tant que telle. C'est pas juste à cause de Skype que la personne n'utilise pas, mais est-ce qu'elle en perçoit l'utilité? C'est quoi son attitude par rapport à cette technologie-là? Est-ce qu'elle a vraiment l'intention de l'utiliser? Donc, c'est des modèles qui nous font réaliser qu'au-delà de la technologie, il y a un processus complexe qui amène une personne âgée à adopter l'utilisation d'une technologie dans son quotidien. Plusieurs enjeux éthiques. Les personnes vulnérables qui ne se souviennent pas que vous faites une intervention avec elles, qui ne se souviennent pas comment installer des détecteurs dans leur maison. Est-ce qu'on peut réellement considérer que c'est une intervention éthique que de mettre plein de détecteurs dans la maison d'une personne atteinte d'Alzheimer débutant? La confidentialité des données qui sont relayées via ces informations-là. Vous savez que dans vos téléphones, il y a un log auquel on peut accéder qui nous permet de dire quelle fonctionnalité vous avez utilisée, quand, comment, à quelle heure, OK, quelle minute. Et la majorité de ces bidules-là ont ce genre de dispositif. Nous, on n'y a pas nécessairement accès, ce n'est pas toutes les applications qui permettent ça, mais il y en existe qui permettent d'avoir ce log. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui est documenté exactement, qui a accès à ces informations-là. Parfois, ça donne un faux sentiment de sécurité aux personnes âgées. Des coûts nets très élevés, surtout si on décide de domotiser sa maison. Et évidemment, la surveillance que la personne âgée ne voudrait peut-être pas avoir, mais qu'elle lui est imposée par sa famille, qui peut suivre ses allées et venues et des situations comme je vous entendais discuter tantôt. Donc, d'une personne qui s'est mise à avoir une activité qui n'était peut-être pas celle que sa famille aurait aimé qu'elle ait et qui a été détectée via l'utilisation de différents détecteurs. Donc, ça emmène évidemment des enjeux éthiques importants. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire quand même à nos patients qui nous arrivent avec leur technologie puis qui vous posent des questions par rapport à ça? On sait que ces technologies-là ont un grand potentiel, particulièrement les amnésiques, télésurveillance, les aides à la mobilité comme les fauteuils roulants motorisés. On a quand même beaucoup de données probantes sur ce type davantage de données sur ce type de dispositif-là. Et il existe aussi des dispositifs peu coûteux qui permettent vraiment de répondre à des besoins ponctuels qui n'ont pas été testés, mais qui sont clairement utiles pour supporter la personne dans son quotidien. Des fers à repasser qui s'éteignent automatiquement après un certain temps pour éviter les brûlures, les risques de feu. Des cafetières programmables encore là qui s'arrêtent après un certain temps pour éviter une surchauffe. Des détecteurs de température d'eau pour éviter les brûlures, ou des détecteurs d'inondation qui permettent de couper le courant, l'alimentation en eau, et donc éviter qu'il y ait des inondations chez une personne, par exemple, qui aurait des troubles cognitifs qui laisserait son lavabo ouvert, etc. Donc, il existe quand même des choses qui, oui, n'ont pas été démontrées peut-être en recherche, mais qui ont une validité apparente, c'est-à-dire qu'elles semblent apparemment utiles pour supporter certains besoins ponctuels dans le quotidien. Maintenant, rapidement, comment ça a un impact sur les pratiques cliniques actuelles, ces gérontechnologies-là? Vous en avez parlé un petit peu tantôt. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment documenté, en tout cas pas à ma connaissance, mais si vous connaissez des gens qui ont fait des études sur l'utilisation des gérontechnologies, appelez-moi.
Mais on ne sait pas vraiment le pourcentage de personnes âgées qui les utilisent réellement. Est-ce qu'il y a des cliniciens qui les intègrent dans leur pratique? Est-ce qu'il y a des milieux qui les ont adoptés? Je vais vous parler de certaines initiatives tantôt. Est-ce que c'est inclus dans les plans stratégiques des institutions? Quelle est la perception des gestionnaires de ces technologies-là en ces temps de coupure budgétaire? Qui va payer pour la techno? Est-ce que c'est la RAMQ qui va le rembourser? Au même point qu'on rembourse des tablettes électroniques pour des gens qui ont la sclérose en plaques, est-ce qu'on ferait la même chose pour les personnes atteintes de démence éventuellement? Est-ce que c'est la personne âgée qui doit débourser pour ça? Etc. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Mais j'ai quand même quelques oui-dire. Donc, je sais qu'il y a des initiatives locales qui ont commencé, des cliniciens qui ont commencé à les recommander et qui les prescrivent et qui offrent un suivi. Mais c'est vraiment certaines initiatives un petit peu éparpillées dans le domaine de la gériatrie. Je sais que les cliniciens sont de plus en plus intéressés, mais ils se sentent peu informés et peu supportés. Parfois même, ils se sentent dépassés par leurs clients qui arrivent avec la technologie, qui demandent un soutien et qui posent des questions par rapport à l'utilisation et l'efficacité de cette technologie-là. Donc, c'est là. Ce que j'ai entendu dire aussi, des personnes âgées qui font le suivi de leur état de santé avec leur iPad, qui amènent ça à leur rendez-vous avec leur médecin de famille. Donc, définitivement, ça va changer la communication entre le patient et le personnel soignant. Des personnes âgées qui participent à des forums, des communautés sur le web, beaucoup, Facebook, beaucoup de personnes âgées, qui s'achètent des dispositifs parfois très chers, qui veulent rester connectés en tout temps, par exemple, qui recherchent sécurité et soutien, et aussi qui veulent participer à la recherche. Donc, les gérants technologies sont à nos portes, sont là. Donc, on n'a pas vraiment le choix d'en tenir compte, je pense. Ça m'amène donc à vous présenter justement quelques modèles d'intégration des technologies dans la pratique, dont un modèle québécois d'intégration des technologies dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle TEL. En fait, avant de vous présenter ce modèle-là, je vous dirais qu'il y a deux choses que je retiens un peu de vos conversations et qu'on voit un peu dans la littérature. La première chose qui fait que vous allez pouvoir intégrer une technologie dans votre pratique, c'est si vous êtes prêt, vous-même. Donc, vous connaissez sûrement les étapes du modèle de Prochaska. Donc, est-ce que vous êtes en pré-contemplation, c'est-à-dire vous regardez ça de loin, mais vous vous dites, ouais, ça va peut-être être une bonne idée que je m'y intéresse à un moment donné. Vous cherchez de l'information, mais vous n'avez pas vraiment le temps de l'intégrer. Vous vous préparez à agir, c'est-à-dire là, vous considérez que vous avez assez d'informations, vous êtes prête à le faire dans une courte période de temps, ou peut-être êtes-vous déjà passé à l'action, ou peut-être êtes-vous déjà dans l'état de maintenance, c'est-à-dire que là, une fois que vous les avez intégrés, il faut continuer à le faire. Donc, vous pouvez vous demander vous-même où vous êtes par rapport à cet état de préparation, et vous allez voir si vous êtes prêt ou loin à les intégrer dans votre pratique. Sinon, est-ce que votre milieu est prêt? Ce que l'on sait de l'expérience des centres de réadaptation en déficience intellectuelle, c'est qu'il y a 3 grands facteurs dans les milieux cliniques qui influencent l'adoption des technologies. La première, c'est la dimension clinique. On en a parlé un petit peu. Vous, ceux qui sont cliniciens, vous faites partie de cette dimension-là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez le temps de vous y attarder? Est-ce que vous avez le temps de les utiliser concrètement dans votre pratique clinique? Est-ce que vous avez des connaissances sur les technologies aussi? Est-ce que la clientèle que vous avez a besoin de technologie ou pas? OK, la dimension clinique est importante. Si votre clientèle n'en a pas besoin, bien. Ensuite, sur le plan technologique, est-ce qu'il y a du soutien? Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident à faire les achats ou à suggérer des achats pour les patients? Est-ce que vous avez du soutien technique? Si vous-même, vous avez un iPad dans votre département d'ergothérapie ou de physiothérapie ou infirmière, peu importe, est-ce que si ça plante, il y a quelqu'un pour vous aider? OK? Est-ce qu'il y a un budget pour la technologie? Et donc là, on rentre un petit peu dans les dimensions de gestion. Est-ce que les gestionnaires de vos milieux sont prêts? Est-ce qu'ils sont intéressés par les technologies? Est-ce qu'ils veulent y accorder du temps, de l'énergie, etc.? Donc, ce seraient les 3 dimensions qui seraient le plus reliées à vraiment une intégration, c'est-à-dire que les cliniciens eux-mêmes intègrent les technologies à l'intérieur de leurs interventions. De façon plus précise, qu'est-ce qui assure vraiment le succès de l'implantation d'une innovation technologique? Premièrement, ce que Dany Lucier-Desrochers, un de mes collègues de Trois-Rivières, dit, c'est briser le cycle de l'attente perpétuelle. C'est-à-dire le clinicien qui attend d'avoir le hockey de son gestionnaire, qui attend que le clinicien lui dise clairement ce qu'il veut faire avec la technologie.
OK? Donc, qu'on s'assoit, qu'on en parle, communiquer. Danny parle d'éviter le « je savais bien que ça ne fonctionnerait pas ». OK? Si ce n'est pas bien planifié, ça ne va pas fonctionner. Si on prend le temps d'en parler, de bien planifier, de choisir les bonnes technologies, on a une chance d'avoir du succès. Prendre son temps, mais pas trop, parce que les technologies, ça ne dure pas longtemps. Il faut les utiliser quand elles sont là, qu'elles sont présentes, qu'elles sont utiles. Donc oui, il faut prendre le temps de les apprivoiser, mais il faut aussi vite passer à l'action. Viser le match parfait, c'est-à-dire s'assurer qu'on a une bonne adéquation entre la technologie qu'on choisit et le besoin de la clientèle. Et évidemment, collaborer, communiquer, tenir compte de tous ces facteurs-là simultanément. Donc ça, c'est ce qui a été documenté auprès de gestionnaires, de cliniciens, des gens dans le milieu des centres de réadaptation en déficience intellectuelle. Quelques solutions concrètes qui ont été mises en place. La création de comités de coordination clinique. Donc, des gens dans le milieu qui se sont dit, on s'intéresse à cet aspect-là, on réfléchit sur les aspects éthiques, sur les aspects économiques, etc. La création de postes de conseillers en technoclinique. Donc, un clinicien super user qui s'y intéresse et qui est déchargé dans le temps pour avoir un petit peu de temps où il peut s'intéresser davantage aux technologies et ensuite en parler à ses autres collègues. Ils sont en train de mettre en place un centre d'expertise en innovation technoclinique où tous ces super users vont pouvoir interagir, recevoir du soutien, avoir accès à une vigie. Et la création de communautés de pratique aussi. Pour ces fameux super users où on peut échanger. Hey, moi, j'ai eu tel problème avec un patient. Qu'est-ce que toi t'as proposé? Bien, moi, j'ai proposé telle solution. Je pense que ce qu'il faut retenir de la présentation d'aujourd'hui, maintenant vous êtes connaissant, vous savez ce que sont les gérants de technologie. Je suis certaine que finalement vous connaissez tout ça, mais c'est de mettre un mot, c'est de l'organiser, de le structurer. Vous savez qu'elles sont de plus en plus présentes, qu'elles vont changer effectivement la pratique auprès des personnes âgées, mais je vous dirais aussi auprès de toute population qui a une situation de handicap. Donc, les jeunes adultes aussi, qui sont particulièrement friands des nouvelles technologies, vont venir vraiment modifier notre interaction avec les patients. Il y a un grand nombre de gérants de technologie dont l'efficacité n'est pas toujours connue, mais dont certaines peuvent répondre à des besoins ponctuels. Donc, moi, ce que je aurais envie de vous dire, en attendant des données plus rigoureuses, c'est de vous informer, d'en discuter avec des collègues, de vous mobiliser si vous voyez qu'il y a un potentiel dans votre milieu clinique. Et pourquoi pas les essayer vous-même? Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut nous-mêmes intégrer dans notre vie quotidienne et qui nous permettent ensuite d'être mieux placés pour pouvoir le recommander ou pas à une personne qui est en difficulté. Merci.